Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Septembre est synonyme de course contre la montre pour la reprise des projets, des plannings d'animation, de communication multiples afin d'attirer les clients, de les fidéliser, de vendre toujours plus, etc., etc. Mais septembre est aussi synonyme de préparation de l'année suivante, les budgets ayant été soit validés durant l'été, soit qui vont être validés ces prochaines semaines, en tout cas avant octobre, novembre, décembre. Donc, comment faire du marketing durable si jamais on refait la même chose d'année en année, en espérant augmenter les chiffres de 10, 15, 20% pour l'an prochain ? La roue du hamster est lancée. Comment s'en sortir et être capable de faire un pas de côté pour construire son autre chemin ? Peut-être un chemin moins linéaire, mais tout autant circulaire. Cela nécessite de se remettre en question, de tout poser sur la table, de faire une pause dans le rythme infernal du quotidien, des réunions qui s'enchaînent, des campagnes à créer, faire vivre et suivre les résultats. Quels sont les conseils donnés par mes invités sur cette capacité à changer, à se remettre en cause ? Car oui, le changement fait peur, mais en même temps, si nous ne le faisons pas maintenant, qui va le faire à notre place ? Si ce n'est pas la direction qui insuffle le mouvement, il doit venir de chaque département marketing et communication, de chacun de nous. Alors pour aider vos réflexions de la rentrée, je vous partage une de mes lectures estivales, la RSE impactée par la souveraineté économique, enjeux et perspectives, coécrit par Philippe Jourdan avec Jean-Claude Passito. Et Philippe Jourdan est diplômé d'HEC, d'IHDN et professeur des universités. Il enseigne à l'IAE Paris-Est. C'est un expert reconnu des stratégies de marque et d'entreprise. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et il a publié de nombreux articles sur les leviers de croissance, les stratégies de marque. Et ses recherches actuelles se concentrent sur les politiques RSE des acteurs privés et publics. Donc enchanté, merci Philippe. Oui, bonjour, enchanté également. Alors quelle a été la genèse de cet ouvrage ? Alors comme souvent quand on écrit un essai, c'est la conjonction de plusieurs facteurs. J'allais dire d'abord celle d'une rencontre, même si j'ai l'habitude de publier avec Jean-Claude Passito depuis plusieurs années. C'est aussi, j'allais dire, la rencontre autour d'idées partagées qui soudain parfois donne la genèse d'un ouvrage. Au-delà, l'actualité. Je pense que la période du confinement, les bouleversements auxquels on assiste aujourd'hui, la reconfiguration géopolitique et géostratégique du monde pose l'enjeu de souveraineté au premier plan, à la fois aux acteurs privés, les entreprises, mais aussi aux acteurs publics. Et puis enfin, il nous semble que la RSE est à un tournant. C'est-à-dire que aujourd'hui, on assiste à un questionnement, un double questionnement. D'abord, celui des entreprises par rapport au lien qu'on peut établir entre engagement RSE et performance financière et économique. Et puis, un questionnement aussi des consommateurs qui finalement challenge un peu les entreprises en disant est-ce que les engagements de nature sociétaux ou environnementaux ne sont que des axes de communication ou est-ce qu'ils reflètent des actions réelles de l'entreprise et si oui, au service d'une stratégie globale. On est toujours dans l'esprit, est-ce qu'on fait du greenwashing juste pour cocher des cases dans un appel d'offres RSE, par exemple, et de se dire on rédige des procédures, des process qu'on envoie potentiellement aux collaborateurs et qui lisent peut-être ou pas, ou est-ce qu'on est sur une profonde reconversion de l'entreprise ou du business de l'entreprise ou du business
business model de l'offre, ce que je recommande vivement, évidemment. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on est dans la compliance? Alors là-dessus, on voit que la prolifération des normes, des réglementations, des obligations, on est en pleine année de mise en œuvre de la CSRD, par exemple. Est-ce que on est sur cette couche-là, ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui traduit effectivement un changement de business model, un engagement beaucoup plus volontaire, beaucoup plus profond et beaucoup plus durable? Et il nous a semblé qu'en réalité, la réponse, elle dépend d'un facteur, c'est celui de la souveraineté. Pourquoi? Parce que quand on reprend l'acronyme RSE, le mot essentiel pour nous aujourd'hui, c'est le mot de responsabilité. Comment peut-on être responsable sans être souverain? C'est-à-dire sans avoir l'indépendance à la fois des décisions que l'on prend, des intérêts que l'on défend et des moyens et des ressources que l'on entend mettre en œuvre pour, adopter des engagements qui, pour certains, sont forts, urgents et coûteux. Et donc, on s'est posé cette question. Donc, vous voyez, il y a vraiment la conjonction d'une réflexion académique, d'une actualité brûlante et du sentiment que la RSE aujourd'hui est à un tournant et que la souveraineté, ce qu'on appelle nous la souveraineté, c'est-à-dire finalement non pas l'autarcie, non pas la volonté de tout faire par soi-même, mais la volonté de s'inscrire dans des relations d'interdépendance équilibrées qui préservent les marges de manœuvre, les ressources et j'allais dire la liberté de l'entreprise de définir elle-même sa place et son projet dans un ensemble plus vaste, la RSE et la durabilité. Eh bien, il nous a semblé important de prendre la parole sur ce débat qui finalement, ce lien entre souveraineté et RSE, ce lien n'était pas fait aujourd'hui. Alors, il n'est pas intuitif. On comprend bien, quand on a commencé à réfléchir sur le sujet, on comprend bien que cette notion de souveraineté, elle est souvent associée à une perception d'égoïsmes nationaux, d'intérêts privés, de politique de rigueur, de repli sur soi. Et on a voulu montrer que finalement, la souveraineté, ça pouvait être exactement l'inverse. Pourquoi? Parce que il nous semble difficile de prétendre adopter une attitude responsable vis-à-vis de l'environnement ou de nos concitoyens si les dépendances politiques ou économiques nous interdisent précisément d'exercer ces responsabilités. Au fond, la vraie question, c'est celle des finalités. On n'est pas souverain pour être souverain. On est souverain au service d'une finalité. Et la finalité, telle que nous on la comprend en matière de RSE, c'est finalement de promouvoir un vivre mieux conforme à nos valeurs et aux souhaits de nos concitoyens, c'est-à-dire des comportements éthiques et écologiquement responsables. Mais inversement, comment promouvoir ces mêmes comportements si notre destin ne nous appartient pas et si l'on reste tributaire de décisions prises ailleurs, ça paraît compliqué. C'est au fond le débat abordé dans cet ouvrage. D'où cette notion, si je reprends un passage dans un contexte de forte dépendance, la seule stratégie à notre portée est une posture réactive. Or, dans un monde de rupture profonde et rapide sur de nombreux plans démographiques, climatiques, économiques et technologiques, etc., une simple posture de réactivité ne suffit pas. C'est la proactivité qui doit être recherchée. Ça, c'est effectivement un point clé que vous venez de souligner, c'est de pouvoir se dire, on va avoir un certain nombre de démarches, d'obligations, de CSRD, de réglementations qui vont venir et qui vont nous bouger ou nous forcer à faire évoluer nos pratiques. Mais au-delà de tout cela, il faut être dans une finalité plus lointaine et pas un business économique court-termiste de juste ces prochains mois ou l'année qui vient, mais de pouvoir se dire comment je me projette pour un monde plus vivable, plus durable et respectueux aussi des droits sociaux que l'on peut avoir en fonction des entreprises ou des marges. Il y a l'exemple de l'agroalimentaire qui est cité, où on est souvent confronté avec le consommateur final qui trouve les prix dans les rayons assez chers, et en même temps le producteur de l'autre côté de la chaîne qui se voit lui aussi avec des marges réduites. Donc c'est comment satisfaire l'ensemble des acteurs pour que on puisse s'en sortir correctement et éviter peut-être d'autres exportations ou importations inutiles par rapport à une évolution qu'on doit mettre en œuvre côté diminution de la viande carnée par exemple, qui nécessite un certain nombre de déforestation ou d'agriculture forcée, ou en tout cas plus que l'usage qu'on peut avoir ou la nécessité qu'on peut en avoir tout simplement. Oui, et c'est la raison pour laquelle on situe l'enjeu au niveau de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. On ne dissocie pas les acteurs économiques eux-mêmes des autres parties prenantes que sont les fournisseurs, les sous-traitants, les clients,
les actionnaires, mais aussi l'opinion publique au sens large. Vous parliez de l'agriculture, par exemple. Résoudre le problème de la marge des producteurs d'un côté jugée insuffisante et des prix jugés excessifs par les clients passe par une reconfiguration de la totalité des filières, avec un effort demandé non seulement aux producteurs, aux distributeurs, aux clients eux-mêmes, mais à l'ensemble des parties prenantes. Et cette notion de filière, elle est extrêmement importante. Ce qui est en jeu, finalement, c'est pas le déséquilibre de la balance extérieure, qui est un vrai problème, mais qui est un révélateur, qui est l'indicateur du malaise. Ce qui est en jeu, c'est qu'on a en fait perdu le maîtrise ou la contrôle de la filière, que ce soit sur, j'allais dire, la semence, sur tout ce qui est engrais, pesticides, sur tout ce qui est outils agricoles, sur tout ce qui est nouvelle façon aussi de produire, évidemment plus respectueuse de l'environnement. Et on attaque toujours le problème par le petit bout de la lorgnette en pointant du doigt un seul acteur, alors que on l'a analysé dans un certain nombre de secteurs. En réalité, la France souffre de ne pas avoir ou d'avoir sacrifié ses filières et de ne pas avoir raisonné de manière systémique la totalité de la chaîne, de la production à la distribution, en termes de maîtrise et de création de valeur. Alors, c'est pas simple, parce que il est évident que ça remet en cause 40 ou 50 ans de pratiques économiques, industrielles ou agricoles. Maintenant, ça nous paraît, pour nous, ça nous paraît incontournable. Vous parliez de réactivité et de proactivité. Il faut savoir que les délocalisations, les sous-traitances, l'allongement des chaînes de valeur s'est traduit par des gains, tout ce qui est engrais, pesticides, sur tout ce qui est outils agricoles, sur tout ce qui est nouvelle façon aussi de produire, évidemment plus respectueuse de l'environnement. Et on attaque toujours le problème par le petit bout de la lorgnette en pointant du doigt un seul acteur, alors que on l'a analysé dans un certain nombre de secteurs. En réalité, la France souffre de ne pas avoir ou d'avoir sacrifié ses filières et de ne pas avoir raisonné de manière systémique la totalité de la chaîne, de la production à la distribution, en termes de maîtrise et de création de valeur. Alors, c'est pas simple, parce que il est évident que ça remet en cause 40 ou 50 ans de pratiques économiques, industrielles ou agricoles. Maintenant, ça nous paraît, pour nous, ça nous paraît incontournable. Vous parliez de réactivité et de proactivité. Il faut savoir que les délocalisations, les sous-traitances, l'allongement des chaînes de valeur s'est traduit par des gains de compétitivité, de marge et de rentabilité pour les entreprises. C'est indiscutable. Le coût, ce sont des externalités négatives qui bien souvent ont été reportées sur des pays tiers. En gros, les conditions de travail, les conditions de production, les impacts environnementaux qui sont devenus insupportables dans nos pays, je les ai simplement reportés sur d'autres pays, ailleurs. Et ça, on le voit sur tout le côté technologie et numérique. Absolument. On le voit les sur le impacts côté sont ailleurs que chez numérique. On le voit dans l'industrie textile. On le voit dans un certain nombre d'industries polluantes. Et ce schéma fonctionnait très bien dès lors, d'ailleurs, que le transport était très peu cher. Or, aujourd'hui, ces schémas-là nous semblent, j'allais dire, remis en cause ou facteurs de risque pour les entreprises à 3 niveaux. La première, il y a une remise en cause éthique et morale de ces pratiques. Voilà. Les pays développés n'ont pas, du point de vue de l'opinion publique, à faire supporter à des pays en voie de développement des externalités négatives qu'elles ont choisi simplement de reporter sur d'autres. La deuxième, c'est que le transport devient cher. Et puis, la troisième considération qui me semble également importante, c'est qu'en réalité, il y a une exigence des pays en voie de développement de partager la valeur. Dans un monde dont on voit bien qu'il évolue, qu'il n'est plus unipolaire mais multipolaire, les BRICS vont affirmer de plus en plus fortement leur volonté de garder chez elles une partie de la valeur. On le voit bien dans les relations aujourd'hui avec la Chine. Donc, tous ces éléments de reconfiguration nous amènent à remettre en question les chaînes de valeur telles qu'elles existaient, et notamment la délocalisation qui a quand même été le grand mouvement industriel et économique des 40 dernières années. Et il y a un écho aussi que je fais, ou un parallèle que je fais avec un livre que ma fille a dû lire pendant l'été dans ses lectures estivales pour préparer sa première avec les spécialités SES, économie et en même temps histoire géopolitique. Un livre qui est
est sorti en avril 2024 sur qui dirigera le monde et que l'avis de plusieurs experts. Et effectivement, il y a aussi ce lien assez fort entre qui souhaite diriger le monde et évidemment avec les puissances que l'on connaît et tous les conflits que l'on connaît aussi aujourd'hui dans l'actualité. Et en même temps, cette notion d'environnement, d'enjeux climatiques, de dérèglement climatique que parfois on omet dans les réflexions, alors que ça va devenir un enjeu problématique d'un point de vue économique, forcément, et qu'on ressent déjà, que certaines entreprises françaises ressentent déjà, qu'on va ressentir davantage ces prochaines années. Bien sûr. Alors, il y a malgré tout dans cet environnement effectivement bousculé, problématique, certains diront anxiogène, il y a tout de même, me semble-t-il, des prises de conscience et des efforts salutaires et qui nous éclairent. Il y a notamment la volonté du consommateur aujourd'hui de mieux maîtriser sa connaissance du sourcing, d'avoir une revendication du local lorsque celui-ci apporte une réelle valeur ajoutée. Alors ça peut être la diminution de l'impact environnemental, mais ça peut être aussi la création d'emplois au niveau local, ça peut être une valeur ajoutée à produire localement. Il me semble que dans un certain nombre de secteurs, des entreprises, alors plutôt des entreprises aujourd'hui de petite taille ou de taille moyenne, lorsqu'elles jouent ces effets de levier, certaines s'en sortent très bien. Donc ça nous montre quand même une direction à prendre. C'est ça, c'est quel conseil donneriez-vous aux auditeurs qui nous écoutent ou aux dirigeants de petites structures ou de taille moyenne afin d'agir et de pouvoir se dire qu'est-ce que je peux faire, sachant que changer tous les acteurs de ma filière, c'est peut-être trop gros pour moi dans les parties prenantes. Oui, je vais prendre un certain nombre d'exemples que je partageais d'ailleurs encore ce matin avec quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler, qui est un expert en matière de branding, qui est Georges Lévy. On voit, et d'ailleurs c'est quelque chose sur lequel on prendra la parole dans les mois qui viennent, on voit un rééquilibrage entre l'attente de bio et l'attente de produits locaux. Je m'explique. Aujourd'hui, vous êtes dans la filière agricole, vous produisez bio, mais vous pouvez produire de la cerise bio au Chili et la faire venir hors saison en France. Vous consommerez du bio, mais vous consommerez du bio avec un impact environnemental certain. Eh bien aujourd'hui, on voit que le consommateur est plus attentif à une consommation locale et une consommation, j'allais dire, en phase avec la saison. Parfois, le local, on a un certain nombre d'exemples en tête. La considération de l'origine locale, lorsqu'elle apporte une vraie valeur ajoutée, elle peut être en diminution d'une externalité négative, comme on l'a évoqué avant, mais lorsqu'elle apporte en plus une valeur ajoutée certaine, eh bien, finit par l'emporter en termes de considération, y compris sur considération de bio, d'organique, etc. Et cet équilibrage est intéressant. Là, on parle de la filière agricole, mais on peut le prendre aussi dans un certain nombre de filières industrielles, exactement de la même façon. Tout est une question aussi de pédagogie, je devrais dire. C'est d'éducation et d'explication, parce qu'en fait, tant que les experts savent, mais que le grand public ignore, le grand public continue d'agir de façon déraisonnée ou de façon absurde. Tout est une question de pédagogie, de se dire comment on peut expliquer des bons comportements ou des éco-gestes ou éviter des absurdités. C'est vrai que moi, quand je fais des courses, vouloir acheter du bio, mais quand je vois que ça vient de l'autre côté de l'Atlantique et que c'est en plus emballé dans du plastique, eh ben je vais préférer un autre fruit ou un autre légume qui va être sans emballage et d'origine française. Et je le vois si je prends l'exemple sur l'appli du Drive que je fais, eh bien récemment ils ont rajouté l'origine des produits et donc à choisir plusieurs fruits ou légumes qui, sur le même fruit ou le même légume, sur plusieurs choix, je vais avoir cette liberté en tant que consommateur de choisir en fonction de l'origine du produit. Et d'arbitrer en connaissance de cause. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'un repli sur soi. On n'appelle certainement pas à l'autarcie, au repli sur soi. D'ailleurs, les périodes où les nations et les pays se sont repliés sur eux-mêmes sont en général annonciatrices d'événements des guerriers et malheureux. Donc, on ne s'inscrit pas du tout dans cette séquence. Mais effectivement, ce pourquoi on milite, c'est que production locale doit avoir du sens. Alors, elle peut avoir du sens en apportant une valeur ajoutée supplémentaire au produit. Là, c'est la notion de savoir-faire local, qui peut en matière agricole puiser sur des savoir-faire ancestraux ou traditionnels. Et puis, il y a aussi, je pense, dans le développement local
local une dimension qui nous paraît importante. On voit bien les fractures territoriales. Un des gros problèmes en France, c'est la fracture sociale, mais qui en réalité est aussi une fracture territoriale. Les deux se recoupent. Et la plupart des entreprises négligent la communication qu'elles peuvent faire sur le rapport au développement des territoires. Le premier rapport, c'est l'emploi. Forcément. Parce que derrière l'emploi, vous avez la richesse économique créée, vous avez l'implantation de familles, vous avez l'implantation de structures publiques, d'écoles, de centres sportifs, etc., etc. Et on a un peu le sentiment que les entreprises ont négligé cette dimension de leur apport au développement des territoires. Certaines le font très bien. Michelin à Clermont-Ferrand, par exemple. Bon, mais beaucoup de grosses entreprises sont assez timides sur cette prise de parole en disant mais notre implantation locale, elle participe d'une démarche responsable et d'une démarche RSE parce qu'elle crée de l'emploi, de la richesse et que derrière cette richesse, eh bien, on lutte contre la désertification des territoires français, j'allais dire qui est problématique à plusieurs niveaux. D'un point de vue social, on parle d'humain, mais aussi d'un point de vue écologique et environnemental. Tout est lié, mais l'ancrage territorial est un axe fort et c'est aussi un axe important pour l'ADEME. Ça fait référence à l'épisode où j'ai interviewé Sylvain Wasserman, président de l'ADEME, que ça fait forcément écho. Également, quand on parle du milieu agricole, ça me fait référence à l'épisode avec Olivier Dauvers. Absolument. Alors, le problème n'est pas simple, parce que et effectivement, on se dit, la solution est toute trouvée. Parlons de relocalisation. Mais le problème n'est pas simple, parce que délocaliser est beaucoup plus facile que de relocaliser. Et puis, la délocalisation des 40 dernières années ne se traduira pas par une relocalisation massive en un temps très court dans les années qui viennent. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que par contre, une des vraies difficultés en France, c'est effectivement cette espèce de découpage ou de millefeuille, souvent administratif, qui fait que lorsqu'une entreprise, et effectivement, j'ai en tête quelques exemples concrets, souhaite relocaliser tout ou partie de sa production, elle doit s'adresser à des administrations. Alors, ça va être la commune, ça va être le département, la région, l'État, les agences qui ont été créées, etc. Et là, on a effectivement un millefeuille administratif qui souvent rend très complexe, voire impossible, une démarche dans un temps contraint ou dans un temps donné. Donc là, il y a beaucoup d'améliorations à faire à ce niveau-là. Donc, s'il y avait une baguette magique, là, que vous aviez, ça serait celle-ci, réduire les complexités administratives pour les entreprises françaises, ou il y en aurait d'autres? Absolument. Je pense que la relocalisation doit intégrer 3 dimensions. La première, c'est un effort pour créer les infrastructures d'accueil des entreprises qui souhaitent se relocaliser en région. La deuxième, c'est effectivement cette notion, alors on en parle, mais on a du mal à le mettre en place, cette notion de guichet unique. N'avoir qu'un seul interlocuteur pour régler la totalité des problèmes et prendre en compte la totalité des démarches administratives qui en France sont particulièrement lourdes lorsqu'il s'agit de s'implanter. Et puis, j'allais dire, la troisième dimension, il faut pas la négliger non plus. Si les territoires se vident, et si les territoires ont du mal à accrocher de l'emploi aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas forcément adéquation entre compétences, formation et besoins des entreprises. Donc là, il y a une véritable réflexion à engager pour avoir en dehors des grandes métropoles les savoir-faire, pas uniquement intellectuels, et également manuels, les savoir-faire dont nous disposions en région. Nous avions, vous en souvenez peut-être, vous êtes plus jeune que moi, mais moi j'ai appris la France industrielle avec de vrais savoir-faire régionaux qui étaient liés à la proximité de la matière première, mais aussi au développement d'un savoir-faire spécifique. Dans certaines régions françaises, on dominait l'extraction minière, l'industrialisation, la plasturgie, etc., etc., la chimie, on avait le fameux couloir rhodanien, etc. Donc on voyait bien qu'on avait un ancrage territorial des savoir-faire, mais qui s'expliquait aussi par des accès à la matière première, à la ressource, au savoir-faire et aux infrastructures de transport et de communication. Donc vous voyez, là aussi, l'État a sa part de responsabilité à jouer et il me semble qu'il manque d'une grande agence de développement régional qui ait de vrais pouvoirs et de vrais moyens d'agir. Est-ce qu'il y a un passage que vous avez envie de souligner dans le livre? Là, j'en ai lu un. J'ai une autre phrase comme quoi, là, il faut repenser en profondeur ce que nous désirons laisser aux générations futures et comprendre que recomposition économique et développement durable sont aujourd'hui et plus que jamais liés. Est-ce que c'est la phrase de la fin ou est-ce que vous avez envie Oui, c'est absolument la phrase de la fin parce que je pense que si nous inscrivons la démarche RSE dans ce que nous
nous le maquis bureaucratique et si nous l'inscrivons trop vite dans une compliance, c'est-à-dire dans l'obligation de souscrire à des indicateurs comptables, financiers, à des échéances court terme, parce que les indicateurs comptables et financiers ont un horizon, c'est celui de l'année et de l'année comptable. Eh bien, on oublie que derrière le terme de RSE, c'est la durabilité qui est questionnée et que cette durabilité, naturellement, elle s'inscrit sur le temps long. Et donc, je crois qu'il faut aujourd'hui réfléchir à la façon de valoriser autrement. Le consommateur le fait. Je pense que les pouvoirs publics et les acteurs économiques ne le font pas assez aujourd'hui, de valoriser les entreprises qui s'inscrivent dans un temps long. Or, malheureusement, la financiarisation de l'économie des 20 ou 30 dernières années a privilégié le court terme sur le long terme, mais le long terme finit toujours par nous rattraper. Merci beaucoup, Philippe, pour ces échanges. Effectivement, on peut enchaîner et continuer pendant longtemps. L'idée, c'était d'avoir un épisode assez court sur cette lecture estivale. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous et merci pour cet échange-là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!